moins de 18 ans qui n'ont pu commencer à être vaccinés que mi-juin. Vous avez raison, pour les petits, enfin pour les adolescents, pardon, la vaccination a commencé assez tardivement. Donc nous avons consulté des experts, nous avons consulté l'ensemble des ministres d'ailleurs, a consulté dans sa sphère particulière, et nous avons identifié une solution concernant les adolescents de 12 à 17 ans, de manière à ne pas gâcher les vacances des familles. Pour eux, le pass sanitaire s'appliquera dans tous les endroits où il s'applique à compter du 30 août. Ce qui veut dire concrètement que jusqu'au 30 août, d'abord, nous invitons les adolescents à se faire vacciner massivement. Mais jusqu'au 30 août, si un adolescent est totalement protégé, c'est-à-dire qu'il a son pass sanitaire en bonne et due forme, il pourra aller dans tous les endroits qui nécessitent le pass sanitaire, même sans masque, là où le masque n'est pas requis. Par contre, il devra conserver toujours le port de masque. Partout, ce sera nécessaire, tant qu'il n'aura pas atteint le niveau de protection conféré par la vaccination. Donc le 30 août pour les adolescents. Mais de toute façon, le masque, il faut le porter à peu près partout, dans tous les endroits fermés aujourd'hui. Est-ce que, quand on a un pass sanitaire, on va pouvoir bientôt tomber le masque ? Nous pourrons bientôt tomber le masque, c'est le principe du pass sanitaire. Le pass sanitaire, c'est quoi ? Ça vous permet de vous rassembler à 10, à 50, à 200, à 1000, dans un endroit extérieur ou intérieur, où toutes les personnes qui vous entourent, par définition, ou sont totalement protégées par le vaccin, ou disposent d'un test récent de moins de 48 heures négatif. Donc dès lors, nous pourrons progressivement lever la contrainte du masque dans toutes ces enceintes, ce qui concernera à terme l'ensemble des lieux de loisirs que vous avez pu citer. Mais vous dites à terme, mais c'est pas le 21 avril pour les lieux Nous avons une recommandation du Haut Conseil de santé publique. On va juste vérifier que le variant Delta n'a pas fondamentalement changé la donne, mais à l'heure à laquelle je vous parle, nous sommes partis pour pouvoir lever l'obligation de port du masque dans les endroits où le pass sanitaire s'applique. Mais je précise que s'agissant des adolescents, au moment où il s'appliquera. Pour les adolescents, c'est déjà le cas dans un certain nombre de lieux. Vous savez, j'étais au festival Solidays il y a de cela une dizaine de jours, en extérieur. Il y avait plusieurs milliers de personnes, mais rassemblées. Le port du masque n'était pas nécessaire puisque tout le monde avait été testé, vacciné, ou avec un test négatif depuis moins de 2 jours. L'autre aussi information qui me paraît importante, et je voyais dans vos sujets que c'était une information, elle est légitime, s'agissant des salariés des établissements qui reçoivent du public. Là aussi, nous les enjoignons à se vacciner très vite. Mais là aussi, nous donnons un petit délai supplémentaire jusqu'au 30 août pour ces salariés pour qu'ils puissent être totalement vaccinés. Totalement vaccinés. C'est-à-dire qu'en pratique, les salariés de ces établissements recevant du public devront avoir reçu leur première dose de vaccination au plus tard le 1er août. Sans quoi, à compter du 30 août, ce sera un test tous les 2 jours s'ils veulent continuer à travailler. Ces 2 aménagements ont été pris en concertation avec les parties prenantes et vont nous permettre d'avoir un été à la fois sécurisé et à la fois un été qui ne pénalise pas ni le tourisme ni la vie des familles. Une autre information, si vous me permettez, parce que je vois que vous allez après me lancer sur autre chose, sur avis de Jean-François Delfrécy, qui est le président du conseil scientifique, et d'Alain Fischer, dont vous le connaissez, notre monsieur vaccin, le professeur Fischer, nous pouvons reconnaître désormais la protection de la vaccination 1 semaine seulement après la 2e dose, au lieu des 2 semaines. Attention, c'est là que ça se complique un tout petit peu, mais vous allez voir, on va faire très simple. Au niveau de l'harmonisation européenne, le travail reste à faire. Donc actuellement, pour voyager au sein de l'Union européenne, il faut être vacciné depuis 2 semaines. Par contre, votre passe sanitaire en France, et donc ça va concerner quand même un grand nombre de Français qui attendaient encore quelques jours pour avoir leur passe sanitaire. Si ça fait 1 semaine qu'ils ont reçu leur 2e injection, alors ils sont considérés comme bons pour le passe sanitaire. Je voudrais juste qu'on précise cette histoire de masque à partir du 21 avril dans les lieux qui accueillent du 21 juillet. Je ne sais pas pourquoi je m'obsède à dire 21 avril. À partir du 21... Une année, c'était une méchante date, effectivement, le 21 avril. À partir du 21 juillet, on pourra ne pas porter son masque dans les lieux ouverts au public à plus de 50 personnes. Sous réserve de contre-consignes du Conseil scientifique et du Haut Conseil de santé publique, compte tenu de la dynamique épidémique actuellement dans notre pays. C'est là-dessus que nous sommes partis. Mais c'est le projet actuel. C'est le projet, c'est le principe du pass sanitaire. Ce sont les restaurateurs qui seront sanctionnés si jamais certaines personnes entrent sans pass sanitaire. Si un serveur dans un restaurant devait travailler sans masque alors qu'il n'a pas le pass sanitaire, il est passible d'une amende. Et son employeur, lui, est passible aussi de sanctions qui peuvent aller jusqu'à la fermeture administrative, vous le savez. Vous avez eu des mots extrêmement durs vis-à-vis des soignants aujourd'hui. S'ils ne sont pas vaccinés le 15 septembre, ils ne peuvent plus travailler, ils ne sont plus payés. On manque de soignants dans beaucoup d'établissements de santé. Vous pourriez virer des infirmières, virer des aides-soignantes demain si ils ne sont pas vaccinés. Je suis ministre des soignants, je suis ministre des patients, je suis moi-même médecin.
j'ai été aide-soignant en EHPAD, j'ai effectué plusieurs professions de santé, je ne serai jamais dur avec les soignants, à qui je dois toute la reconnaissance du monde pour l'action déterminée qu'ils mènent au secours des Français, jour après jour, nuit après nuit, depuis 1 an et demi. En revanche, je leur dis, nous leur disons, le président de la République a été très clair hier, la vaccination des soignants est une priorité pour la nation pour protéger les patients les plus fragiles. Et donc, si vous voulez travailler au contact de personnes très âgées en EHPAD ou très malades à l'hôpital, il faut que vous soyez sûr de ne pas leur transmettre le virus. Donc, dès lors qu'il y a une obligation, ça va avec du contrôle. Les contrôles commenceront à partir du 15 septembre. Tout ne s'arrêtera pas du jour au lendemain. On n'appellera pas un aide-soignant en lui disant « tu n'es pas vacciné, tu ne viens pas ». Par contre, il y aura évidemment des rappels à l'ordre. Et oui, et la ministre du Travail l'a rappelé, c'est ce qui est prévu d'ailleurs dans le droit commun aujourd'hui, s'agissant de l'hépatite B ou d'autres maladies à vaccination obligatoire pour les soignants. Oui, vous ne pouvez plus travailler au contact des malades, c'est du congé sans solde. Et ensuite, un licenciement si vraiment vous ne vous faites pas vacciner. Mais ma conviction, Anne-Sophie Lapix, c'est que les soignants vont être très nombreux à se faire vacciner et que la question ne se posera pas. Je le souhaite ardemment parce que je souhaite que chacun puisse continuer à exercer sa vocation. Pourquoi les pompiers doivent être vaccinés et pas les policiers et les gendarmes ? Les pompiers rentrent dans les services d'urgence avec des malades. Les pompiers rendent un énorme service au quotidien, avec les ambulanciers, avec les taxis spécialisés en santé. Mais les policiers et les gendarmes sont au contact aussi de personnes fragiles. En particulier, les pompiers rentrent beaucoup dans les services d'urgence et transportent, ils font partie des transporteurs sanitaires. Vous savez, j'ai demandé à une trentaine de gros hôpitaux français, avant de venir vous voir, de me donner le statut vaccinal d'une grosse centaine de patients hospitalisés pour Covid ces derniers jours dans notre pays. 100% des patients admis en réanimation ne sont pas vaccinés. 93% des patients admis en médecine ne sont pas vaccinés. Ça confirme les données américaines et anglaises, notamment, qui montrent que le vaccin protège des formes graves. Ce n'est pas une punition, qu'on soit pompier, qu'on soit soignant, serveur, adolescent, ce n'est pas une punition. C'est une chance, le vaccin. C'est une chance de nous débarrasser du virus. C'est le seul moyen de dire ciao et adieu pour de bon au Covid-19. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'être venu sur notre plateau nous donner ces explications et ces annonces. Les nouvelles mesures, on l'a entendu, ne font pas que des heureux. L'extension du pass sanitaire le rend indispensable dans de très nombreux lieux. Certains s'émeuvent que l'on intente à leur liberté. D'autres estiment que le bien général passe avant tout. Le débat est lancé avec le risque d'une fracture entre Français. Jeff Lidenberg avec notre bureau en région. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs... Derrière la simplicité du message de Jean Castex... Vacciner, vacciner et encore vacciner. La contestation s'est fait entendre aujourd'hui à l'Assemblée nationale. D'abord sur les bancs de la France insoumise. Vous parlez aux Français comme vous parlez à des enfants. Cet été, Jacques a dit pas de vaccin, pas de train. Jacques a dit pas de vaccin, pas de café. En quoi briser nos libertés aide à lutter contre l'épidémie? Madame la députée, l'heure est grave pour la population et les Français attendent de nous qu'on soit à la hauteur. Et un peu d'unité nationale ne nuit jamais dans un contexte comme celui-ci. Dans les couloirs, un autre parti, le Rassemblement national, dénonce les mesures annoncées hier et y voit un risque de fracture. Vous creusez évidemment les différences entre les Français et vous finissez par les opposer les uns aux autres. Il y aura les bons Français vaccinés, il y aura les mauvais Français qui ne seront pas vaccinés. Mais pour le reste, de la droite à la gauche, tous les partis sont à peu près d'accord. Les restrictions peuvent être contraignantes, mais elles s'imposent. Est-ce qu'on peut accepter encore longtemps qu'on ait une 4e vague, qu'on ait un reconfinement, qu'on enlève les libertés individuelles de chacun, qu'on ferme les cafés, les restaurants? La seule solution qu'on a aujourd'hui, c'est le vaccin. La question se pose aussi en termes de choix de société, voire de choix philosophiques. De quelle liberté parle-t-on? C'est une atteinte à la liberté. Qu'est-ce qu'on fait avec ces restrictions? Est-ce que ces restrictions vont nous permettre à tous, pour le plus grand nombre, d'être malgré tout libre? L'atteinte aux libertés, c'est le virus. C'est lui qui nous empêche de circuler, d'avoir peur de la maladie, que nos enfants ont été traumatisés parce que ça fait 2 ans qu'ils entendent parler de la mort, alors qu'en principe on leur en parle pas. Et là, il est l'atteinte, si vous voulez, ces petits-enfants de 7-8 ans avec un masque. Je vous rendez compte ce que ça fait dans leur cerveau? Quels arguments porteront 24 heures après l'intervention d'Emmanuel Macron? Une majorité de Français approuve les nouvelles décisions, mais ils sont loin d'être tous convaincus. En attendant que tout le monde soit vacciné, l'épidémie continue de progresser. Le nombre de nouveaux cas a quasiment doublé en une semaine, avec 6 950 testés positifs au cours des dernières 24 heures. 13 départements de métropole dépassent le seuil des 50 cas pour 100 000 habitants, dont la Haute-Corse. La préfecture de Haute-Corse a annoncé l'annulation de tous les feux d'artifice et balles de pompiers à Saint-Florent et en Balagne. Et puis les bars et restaurants devront fermer à 23 heures. Ils appliqueront des jauges à 50% à l'intérieur comme
à l'extérieur. Par ailleurs, la France a décidé de placer la Tunisie sur sa liste rouge. Il faut désormais un motif impérieux pour s'y rendre ou pour en revenir. On retrouve à Tunis notre envoyé spécial Maryse Burgot. Bonsoir Maryse, la situation est extrêmement critique en Tunisie. Oui, Anne-Sophie, c'est dramatique ce qui se passe ici. Nous avons vu aujourd'hui des services d'urgence dans les hôpitaux littéralement débordés par l'afflux de malades du Covid. C'est la pénurie en matière de lits de réanimation, d'oxygène, mais aussi de vaccins. Et c'est sans doute cela le plus grave. Seulement 11% des Tunisiens ont reçu une double dose. Et ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas être vaccinés, c'est parce qu'il n'y a pas assez de vaccins disponibles en Tunisie. La France vient donc de classer ce pays en zone rouge. Vous les disiez. Cela veut dire qu'il faut un motif impérieux pour voyager entre les deux pays. Cela veut dire aussi que si vous arrivez en France en provenance de Tunisie, vous devez avoir un test PCR négatif. Vous devez aussi obligatoirement vous isoler pendant 10 jours. Et si vous ne le faites pas, ce sera une amende de 2 000 €. Merci Maryse. Bonsoir Damien Mascret. Bonsoir. Les annonces d'hier suscitent encore des questions. Le ministre n'a pas répondu à tout. Par exemple, cette 3e dose que certains devraient se faire injecter en septembre. Qui est concerné et avec quel vaccin? Oui, alors ça n'a pas encore été précisé, mais si on regarde l'avis du Conseil scientifique, on pense quand même que ça va concerner les personnes âgées de plus de 80 ans, qu'elles soient d'ailleurs en EHPAD ou à domicile, et puis aussi les immunodéprimés au sens large, puisqu'on vaccine déjà en France avec 3 doses, les immunodéprimés dans certains cas. Alors attention, les Américains, eux, considèrent que pour l'instant, on n'a pas assez de données scientifiques pour envisager une 3e dose. Les Anglais disent un peu la même chose, mais ils se préparent quand même à le faire à la rentrée si les données arrivent. Wait and see. Alors, on parle de 3e dose, mais il y a un certain nombre de Français qui n'ont reçu qu'une dose parce qu'ils avaient déjà eu le Covid ou qu'ils avaient des anticorps qui ont été détectés. Certains pays remettent en cause ce principe d'une dose seulement. Est-ce que les personnes concernées ne devraient pas se faire vacciner une 2e fois? Alors, ce n'est pas l'avis des immunologistes. Sur le plan immunologique, en fait, on s'aperçoit que la meilleure protection, c'est si vous avez eu une infection par le Covid et une dose de vaccin. C'est supérieur même à 2 doses de vaccin. Par contre, attention, si vous avez eu une infection mais n'avez pas encore reçu votre première dose, il faut le faire parce que là, ça n'est pas suffisant. Le vaccin Janssen ne nécessite qu'une dose. Il suscite quelques inquiétudes après des effets secondaires graves. Oui, en effet, aux États-Unis, on a observé une centaine de cas de syndrome de Guillain-Barré. C'est une attaque des nerfs, attaque immunologique, alors heureusement transitoire, mais quand même, qui peut donner des faiblesses musculaires, qui peut donner même des paralysies progressives, elle aussi, heureusement transitoire. Alors habituellement, aux États-Unis, chaque année, il y en a à peu près 3 000 à 6 000 spontanément. Là, une centaine qui sont survenus 42 jours après l'injection. On a considéré que c'était trop. En France, pour l'instant, il n'y a pas eu de signal de sécurité, même s'il y aura peut-être quelques cas dans les jours qui viennent. Merci beaucoup Damien. Demain matin, si vous voulez assister au défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées à Paris, il faudra un pass sanitaire pour assister au feu d'artifice aussi. Parmi les 5000 militaires qui défileront se trouvera Frédéric Serodi d'Aubigny. Ce gendarme dans le Puy-de-Dôme était en intervention le 22 décembre dernier lorsqu'un forcené a abattu 3 de ses collègues. Cette nuit-là, Frédéric Serodi d'Aubigny a vu ses camarades tomber. Éric Pelletier et Émilie Denis ont recueilli son témoignage. Cette nuit-là, il faisait partie des hommes appelés en renfort. À 36 ans, cet ancien militaire appartient à une unité d'intervention de la gendarmerie. Ce qui l'attendait le 22 décembre, il n'y était pas préparé. Un drame pareil, non, je l'absorberai jamais. Non. L'intervention, elle a eu lieu dans ce hameau de montagne près du village de Saint-Just. Une femme a signalé des violences intrafamiliales. Il est 22h30 lorsque Frédéric d'Aubigny-Serodi arrive devant les premières maisons. Il fait nuit, on voit rien du tout, il n'y a pas d'éclairage public, il pleut, il y a du brouillard. Enfin, c'est un temps qui, ce soir-là, catastrophique, quoi. Et quand on arrive, on se fait tirer dessus. On entend les détonations, on voit les détonations, on entend claquer à nos pieds, on sent que, ouais, on sent qu'ils ne jettent pas des cailloux. L'homme qui les prend pour cible vit ici. Il s'appelle Frédéric Limol. Il est violent, obsédé par les idées survivalistes. Il a un fusil d'assaut équipé d'une lunette à visée nocturne. Le plus jeune des gendarmes, Arnaud Mavel, 21 ans, est grièvement blessé. On l'embrasse, on serre, on essaye de lui dire que c'est pas grave, que ça va bien se passer, c'est rien, t'es secoué, c'est normal, t'inquiète, y a rien. En fait, on minimise le truc au maximum, même si au fond de nous, on sait que c'est pas bon. Le jeune homme meurt quelques instants après.
Ce garage porte encore la marque des balles. C'est ici qu'ont été tués les 2 autres militaires, le lieutenant Cyril Morel, 45 ans, et Rémi Dupuis, adjudant de 37 ans. Au total, des centaines de douilles sont retrouvées sur place. Le tireur, lui, a mis le feu à sa maison. Il a pris la fuite en voiture. Toute la nuit, il reste introuvable. Je sais qu'il est plus qu'armé par rapport aux renseignements que j'arrive à avoir à droite, à gauche. Mon but à moi, c'est de stopper rapidement l'immeuble. Au petit matin, son 4x4 est retrouvé accidenté, 1,5 km plus loin. Le tueur s'est donné la mort à proximité. L'après est difficile, ouais. Elle a été difficile pour tous les gars du psy. Parce qu'on est 12, on est une famille. Quand vous perdez quelqu'un de la famille, ça devient compliqué. Les gens de la ville voyaient la campagne comme un paradis tranquille, ça allait de moins en moins. On a de plus en plus de forcenés, de plus en plus de violences intrafamiliales. Les gens sont plus armés, j'ai envie de dire, à la campagne qu'en ville. Ces interventions, il n'a pas renoncé à les faire. Le jour de cette interview, il est appelé pour un homme signalé comme dépressif, suicidaire et armé. Si à chaque fois on devait faire référence à Saint-Just sur chaque intervention, alors une, on s'en sortirait pas. Et de deux, au moment, il faut avancer, quoi. Il y a eu Saint-Just, il y a eu le drame de Saint-Just. Il faut en tirer des conséquences, en prendre les enseignements et faire en sorte que voilà, ça arrive plus. Briefing, reconnaissance, gilet pare-balles, rien n'est laissé au hasard. Le pistolet est retrouvé, mais cette fois, fausse alerte. Ok, donc j'ai bien l'arme au sol. Il s'agit d'une arme factice. Le septuagénaire sera soumis à un suivi médical. Après, c'est chou blanc, mais au moins pour nous, on a fait le job, quoi. Le 14 juillet, Frédéric Daubigny-Sérodi défilera parmi les héros du quotidien. Donc ça, c'est... Héros, déjà, on n'en est pas. On a juste fait notre travail. Parce que des héros... Oui, mes camarades, c'est des héros, mais ils ont perdu leur vie pour secourir une personne. Ouais. Ces 3 absents, c'est à eux qu'il pensera, dit-il, en descendant les Champs-Élysées. Et je vous retrouverai demain à partir de 6h30 pour une édition spéciale 14 juillet présentée par Julien Bugier avec Laurent Delahousse, Faustine Bollert et Stéphane Bern. La Commission européenne révélera demain son Green Deal, son plan pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Les constructeurs automobiles attendent de connaître la date choisie pour la fin des voitures à moteur thermique, 2040 ou 2035. Seuls les véhicules électriques sortiront alors des usines. Qu'en sera-t-il des voitures hybrides? La France souhaite les conserver, mais sont-elles assez écologiques? Simon Ricotier et Maxime Mulot avec notre bureau de Marseille. Moitié électrique, moitié thermique, mais pas assez écologique. L'Europe voudrait voir les hybrides rechargeables disparaître dès 2035 au profit du tout électrique. Une mauvaise nouvelle pour les constructeurs qui espèrent pouvoir obtenir un délai jusqu'en 2040. On parle de dizaines, voire de centaines de milliers d'emplois qui sont menacés par l'abandon direct du thermique. Il va pouvoir reclasser ces gens, que ces entreprises puissent se développer vers les nouvelles technologies. Il faut dire que malgré leur affichage environnemental vertueux, les hybrides rechargeables polluent bien, elles aussi, notamment sur les longs trajets. L'inconvénient sur des trajets longs, c'est que justement le moteur électrique, lui, ne va pas pouvoir marcher en autonomie. C'est le moteur thermique qui va prendre le relais. Lorsque le moteur thermique est utilisé sur autoroute par exemple, les batteries et le moteur électrique qui pèse lourd, 300 kg, obligent la voiture à consommer davantage qu'un véhicule thermique classique. Démonstration dans ce laboratoire indépendant. Pour cette voiture hybride testée à plusieurs vitesses avec une batterie pleine au démarrage, le constructeur annonçait 30 grammes de CO2 au kilomètre en moyenne, mais à la fin de cette simulation, on est plus proche des 60. Sur cet exemple, on est au double. Parce qu'ici, typiquement, on a un trajet qui fait 80 km. Donc ça veut dire que l'utilisateur, il n'a pas chargé pendant 80 km, c'est-à-dire au-delà de l'autonomie. L'intérêt, il est vraiment sur les 50 premiers kilomètres. Les constructeurs qui utilisent des tests différents pour établir les émissions de CO2 se défendent en rappelant que ces véhicules sont faits pour la ville et doivent être rechargés quasiment tous les jours. Mais pour cette ONG environnementale, ce n'est pas suffisant. Il faut que les constructeurs changent la façon dont ils construisent ces voitures en privilégiant des voitures qui soient majoritairement électriques avec des petits moteurs thermiques. La France et l'Allemagne comptent bien défendre leurs industries automobiles demain à Bruxelles. Les deux pays plaident pour un sursis de 5 ans jusqu'en 2040 pour les hybrides rechargeables. La France appelle tous ses ressortissants à quitter l'Afghanistan. La situation se dégrade de jour en jour depuis le départ des soldats américains. Les talibans prennent possession des villes. L'ambassade de France annonce un vol spécial le 17 juillet pour rapatrier la centaine de ressortissants français enregistrés sur place.
La situation est de plus en plus tendue en Afrique du Sud, où violences et pillages ont fait 45 morts et poussé le gouvernement à déployer l'armée. C'est l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma qui est à l'origine des premières échauffourées en fin de semaine dernière. Mais la contestation a gagné Johannesburg hier soir. Le pillage d'un centre commercial a fait 10 morts. Marc de Chalvron. Ce grand centre commercial de Soweto vidé en quelques instants, devant des policiers débordés. Depuis 4 jours maintenant, l'Afrique du Sud sombre dans une spirale de violence. Un pillage à grande échelle. Des produits d'électroménager sont ici emmenés avec les machines du magasin. 45 personnes sont mortes depuis vendredi dernier, la plupart dans des bousculades lors des pillages. Le président sud-africain a autorisé l'armée à se déployer dans les rues depuis ce matin. La voie de la violence, du pillage et de l'anarchie ne mène qu'à davantage de violence et de destruction. À l'origine de cette brusque éruption de violence, vive Jacob Zuma, c'est notre président. L'incarcération de Jacob Zuma, que l'on voit ici arriver en voiture à sa maison d'arrêt mercredi dernier, l'ancien président sud-africain condamné à 15 mois de prison pour avoir refusé de collaborer avec la justice dans des affaires de corruption. Mais pour les commerçants ruinés par ces pillages, il ne s'agit que d'un prétexte pour voler. Ils disent qu'ils détruisent au nom de Jacob Zuma, mais ils devraient le laisser en dehors de tout ça. Est-ce qu'il sera libéré grâce à tous ces pillages? Des troubles qui se nourrissent de la crise économique que traverse le pays, alimentée par le Covid-19. Le chômage dépasse les 32% en Afrique du Sud. Tout autre chose, on l'appelle Steve le phoque. Steve Stevenard est un nageur spécialiste des défis un peu fous. Pour tenir dans les eaux froides, il a calqué son alimentation sur celle des phoques. Après avoir signé l'aller-retour France-Angleterre l'an dernier en 35 heures, il s'est attaqué à un relais de 120 km sur le lac Baïkal en Sibérie. Luc Lacroix, Patrice Hacheret. C'est un Français qui a décidé de se mesurer à l'immensité du lac Baïkal en Sibérie. Steve Stevenard, 44 ans, s'est forgé un physique atypique pour réussir son rêve d'enfant, nager dans ces eaux rarement au-dessus de 5 degrés. Au départ, Steve, entouré de 7 nageurs de pays différents, car traverser le Baïkal, 50 km, c'est un exploit qui ne peut être relevé qu'en équipe. Allez Steve, premier relais. Pour se protéger du froid, Steve a pris 40 kg de gras. L'eau elle est à combien là 7. Donc ça va durer combien de temps? Plus de 20 minutes. Steve est loin d'être un débutant. Il a déjà traversé la Manche et y a gagné le surnom de Steve le phoque. Mais le Baïkal, c'est autre chose. Quand tu arrives dans le courant froid là, c'est d'une violence. Et là, c'est quoi les signes physiques? Là, ça va. Le sang il circule aux extrémités, donc c'est bon. C'est quand tu es dans l'eau, là, c'est terrible. La difficulté, c'est de réussir à se réchauffer entre les relais. Pour Steve, ça passe par une crise de tremblement. Une fois qu'on a arrêté les tremblements, voilà, on peut ressortir, se rhabiller, se remettre un jogging et puis se reposer avant de refaire le nouveau relais. La nuit n'offre aucun répit. Steve s'est particulièrement préparé à cette épreuve. Depuis des mois, il se réveille chaque nuit en fonction des marées pour nager dans la Manche afin d'habituer son corps et son esprit. Alors, la nuit, c'est toujours plus angoissant. Pas de visibilité, donc il fait plus froid, l'air est plus frais. Puis là, on est bien au milieu, donc il y a de la profondeur. Le lendemain matin, mauvaise visibilité et cascade de mauvaises surprises pour les nageurs. C'est dur, hein? C'est dur ce matin. Parce que j'ai le bateau qui m'a pas vu la nuit, donc il m'a tapé le bras, donc ça fait un peu mal au coude. Et